Joanne Rowling est connue dans le monde entier comme la créatrice du plus célèbre des jeunes sorciers, Harry Potter. Mais il semble que sa magie ne s'arrête pas là. J.K. peut se transformer en un autre personnage. Ce personnage s'appelle Robert Galbraith. Rowling utilise ce nom de plume depuis 2013. Cette année-là, elle a publié un premier livre sous ce pseudonyme, L'Appel du Coucou. Une fois que les fans ont découvert que Galbraith n'existait pas et que l'auteur derrière ce roman policier était J.K. elle-même, le livre est devenu un best-seller. Mais pourquoi l'une des écrivaines les plus célèbres au monde voudrait-elle utiliser un nom d'emprunt? Comme Rowling l'a expliqué elle-même, c'était pour éviter de trop grandes attentes de la part du public. Elle voulait se concentrer sur l'écriture, et elle regrette qu'on ait découvert son secret si tôt. Ce pseudonyme lui permettait de s'éloigner le plus possible de ce qu'on attendait d'elle. Mais elle n'a pas eu l'impression que cela affectait son style. Il s'agissait juste d'un genre différent. Rowling a choisi le prénom Robert parce que c'est l'un de ses préférés, et elle ne l'a jamais donné à aucun de ses personnages. Le nom de famille Galbraith vient de ses jeunes années, lorsque l'écrivaine, pour une raison qu'elle n'explique pas, rêvait de s'appeler Ella Galbraith. Aucune de ses connaissances ne portait ce nom. C'était donc un choix tout à fait fantaisiste. Un autre écrivain qui a cherché à se cacher est Stephen King. Une des raisons qui le poussèrent à le faire, c'est que les éditeurs de l'époque pensaient que sortir plus d'un livre par an sous un nom très célèbre sursaturait le marché. Mais il écrivait beaucoup, et donc en 1977, un premier livre est sorti sous le nom de plume de Richard Bachman. Pendant 8 ans, King a réussi à se dissimuler sous ce nom, publiant des livres comme Rage, Marche ou Crève, et La peau sur les os. Les droits d'auteur de ces livres étaient au nom de son agent, le mystérieux Richard Bachman, aurait probablement survécu sans la perspicacité d'un libraire, lui aussi écrivain et éditeur de fanzines. Steve Brown, de Washington, avait suffisamment lu Stephen King pour comprendre que les livres de Bachman étaient signés par le roi de l'horreur. Le libraire décida donc d'envoyer une lettre à l'agent de King pour lui demander ce qu'il désirait faire, car la supercherie serait bientôt découverte. Il reçut rapidement un appel de King lui-même, lui demandant ce qu'il comptait faire de l'info qu'il tenait. Et ce fut le début de la fin pour Bachman, qui cessa d'exister peu de temps après. Parfois, trouver la véritable identité d'un écrivain peut relever du thriller ou du roman policier. Lorsque la maison d'édition Valancourt Books a voulu réimprimer The Beehive de Margaret O'Donnell, elle a passé des mois à chercher l'auteur afin d'obtenir son autorisation. O'Donnell est un nom de famille très populaire en Irlande, ce qui a rendu la tâche très difficile. Ils ont fouillé les dossiers administratifs et les archives des journaux, et ont même utilisé les infos de la jaquette du livre, comme le nom de l'université, pour retrouver la mystérieuse auteure. Une bibliographie trouvée sur Google Books mentionnait une autre femme portant ce nom. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait de la mauvaise Margaret Jane O'Donnell, ce qui n'a pas facilité les choses. Finalement, ils ont dû faire appel à Twitter pour obtenir de l'aide. La démarche était risquée, car cela revenait à admettre que les droits du livre étaient à saisir. La maison d'édition voulait le réimprimer parce qu'elle pensait qu'il était à nouveau d'actualité après qu'un article l'ait évoqué en ligne. Il fallait d'abord retrouver les livres. Une bibliothèque universitaire a aidé dans cette tâche. Et alors le vrai travail de détective a commencé, ce qui n'était pas nouveau pour Valancourt Books. Tout ce qu'ils avaient, c'était le nom de l'auteur et une mention du prénom de ses maris et de ses fils. Des années plus tard, une femme qui prétendit être sa petite-fille posta un commentaire à propos du livre sur Goodreads, mais elle ne laissa qu'un prénom et aucune information de contact. Heureusement, Twitter a sauvé la mise. Après quelques fausses pistes, en l'espace de 24 heures, quelqu'un a envoyé la notice nécrologique de la bonne Margaret O'Donnell. Il s'est avéré qu'elle était décédée en 2019 et que son fils était son exécuteur testamentaire. Lorsque Valancourt l'a contacté quelques jours plus tard, il a exprimé sa joie à l'idée que l'œuvre de sa mère puisse perdurer. Il était sûr que sa mère en aurait été ravie elle aussi. Si tu as chez toi l'un des nombreux livres de la série Nancy Drew, il devrait porter le nom de Caroline Keene sur la couverture. En réalité, c'est tout un groupe d'auteurs fantômes qui se cachent sous ce nom. L'écrivain américain Edward Stratemeyer a créé le personnage et écrit les grandes lignes du premier livre. Ensuite, il a passé la plume à Mildred Wirt Benson. Elle a écrit 23 des 30 premiers romans de Nancy Drew.
Mildred, a donné à Nancy Drew un grand nombre de ses propres traits de caractère et a façonné la personnalité de la célèbre adolescent détective. Indépendante, courageuse et furieuse, de son plus jeune âge, elle aimait lire des récits d'aventure et d'action. À l'âge de 13 ans, sa première nouvelle fut publiée dans un magazine populaire pour jeunes lecteurs. Il n'y avait pas beaucoup de choix de carrière pour les filles originaires de l'Iowa rural de cette époque, mais heureusement pour Benson, ses parents l'encouragèrent à devenir écrivaine. Elle obtint un diplôme d'anglais et se rendit à New York. Là, elle rencontra un homme d'affaires nommé Edward Stratemeyer, dont la société employait des prête-plumes pour écrire des livres populaires. Il lui demanda de l'aider à travailler sur la série Nancy Drew. La jeune détective devint un modèle très populaire pour plusieurs générations. Après Benson, d'autres écrivains se relayèrent pour continuer la série. Tu n'as probablement jamais entendu parler de Mary Ann Evans, l'une des écrivaines les plus populaires de l'époque victorienne. C'est parce qu'elle est devenue célèbre sous le nom de George Eliot. Avant d'écrire des romans, elle travaillait comme pigiste à Londres pour des publications telles que The Westminster Review. À travers ses œuvres signées George Eliot, elle apporta une méthode révolutionnaire d'analyse psychologique dans la fiction contemporaine. Mary Ann tomba amoureuse et commença à vivre avec un philosophe, officiellement mariés mais séparés. C'était un énorme interdit à l'époque, et tous les regards étaient braqués sur elle. Pour échapper au jugement de la société et ne pas associer son travail à ce scandale, elle se choisit un pseudonyme masculin. Et c'est ainsi que naquit George Eliot, un mélange parfait de George, en l'honneur de son histoire d'amour, et d'Eliot, un nom de famille qu'elle trouvait facile à prononcer. Nous connaissons tous Agatha Christie comme la créatrice géniale de Hercule Poirot, de Miss Marple et de Mystère qui nous ont souvent tenus en haleine. Mais Christie avait une identité secrète. Elle décida un jour d'écrire sous le nom de Mary Westmacott. Elle ne voulait pas être uniquement cataloguée comme écrivaine de romans policiers et souhaitait explorer les profondeurs de la psychologie humaine sous un angle différent. Sous le nom de Mary Westmacott, elle écrivit 6 romans captivants qui plongent dans l'âme humaine. Le nom lui-même n'est pas le fruit du hasard. Mary était le deuxième prénom d'Agatha et il y avait des Westmacott dans sa famille. Il fallut attendre près de 20 ans pour que ses fans s'y intéressent. Après ça, elle publia encore 2 romans sous ce nom de plume. Lorsqu'elle fut invitée à un événement célébrant son travail, elle remercia les organisateurs d'avoir exprimé le souhait de rencontrer Agatha Christie. Elle ajouta qu'elle prévoyait d'emmener avec elle sa vieille amie, Mary Westmacott. Le vrai nom de George Orwell, le génie littéraire à l'origine de 1984 et de La ferme des animaux, était Eric Arthur Blair. Son premier livre, Dans la dèche à Paris et à Londres, était un récit très personnel de sa vie dans la pauvreté. Pour le cacher à sa famille, il avait choisi d'écrire sous un pseudonyme. Une autre raison possible était sa peur de l'échec et le fait qu'il n'aimait pas son prénom, Eric. Il associa le prénom George, gardien de l'Angleterre, un pays qu'il aimait beaucoup, avec la rivière Orwell, un de ses lieux préférés.